Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission qui vous est proposée par la Maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne en collaboration avec le Conseil départemental de la Haute-Vienne à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées 2020, la SEEPH. Durant cette période, on va vous proposer toute une série d'émissions. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à la compensation du handicap sensoriel dans les démarches, je dirais, d'insertion professionnelle, aussi bien la scolarité que les parcours vers la formation ou vers l'emploi. Pour développer cette thématique aussi riche qu'intéressante, j'ai la chance d'avoir à mes côtés bon nombre d'invités. Tout d'abord, Karine Barthes. Bonjour Karine Barthes. Bonjour Bruno. Karine, vous êtes directrice de la MDPH 87. Oui. Et vous allez m'aider à animer cette table ronde. Parmi nos invités, des acteurs du médico-social, des personnes de la MDPH, des personnels de l'enseignement, à commencer par Vincent Defaille. Bonjour Vincent. Bonjour Bruno. Vincent, on reviendra vers vous tout à l'heure. Vous allez nous expliquer, vous êtes enseignant référent, vous allez nous expliquer en quoi consiste votre rôle. Barbara Poirier, je la surveille un peu particulièrement si vous voulez, parce qu'elle est EduxP, il faut la surveiller de près. Comment ça va Barbara ? Très bien, merci. Barbara, toujours à l'APF. Toujours à l'APF. Toujours à l'APF, ça c'est en attente que l'émission soit enregistrée et que sa directrice, bien sûr, ait vu l'émission. Face à vous, Guylaine, comment ça va Guylaine ? Ça va bien, merci Bruno. Guylaine Cap Emploi, un acteur incontournable de l'emploi dans le secteur du handicap, accès à l'emploi et à la formation. Et puis Alice Madoureau, ça va Alice ? Ça va Bruno. Alice, on ne va pas se mentir, on la connaît, donc on va se tutoyer. Voilà. Alice, je le disais en introduction, la thématique de la table ronde, c'est la compensation du handicap sensoriel. De quoi on parle quand on parle handicap sensoriel ? Le handicap sensoriel est majoritairement des incapacités qui peuvent être liées à une déficience visuelle ou une déficience auditive. Voilà. Donc pas forcément pas des gens qui sont en fauteuil roulant. Enfin, je prends des lieux communs, mais souvent on a cette représentation du handicap. C'est pas le cas. Barbara, on va commencer avec vous. Vous travaillez donc au sein de l'IEM de Couzex. Qu'est-ce qu'un IEM ? Qu'est-ce que vous faites en fait à l'IEM de Couzex, à part bien sûr enregistrer des émissions de télé pendant votre temps de travail ? Bien évidemment. Alors, l'IEM, c'est l'Institut d'éducation motrice. Donc, c'est un établissement médico-social qui accompagne, qui accueille des jeunes donc, en situation de handicap moteur. Alors, c'est là où ça va venir un peu en contradiction quand même avec la situation qu'on va présenter, puisque donc handicap moteur avec ou sans trouble associé. Voilà. D'accord. Et là, il peut y avoir du handicap sensoriel dans les troubles associés. Et donc, pour le coup, il peut y avoir un handicap sensoriel. Donc, pour la situation qu'on va présenter, un handicap, une déficience visuelle. Alors, quelles sont les missions en fait de l'IEM ? Qu'est-ce que vous faites exactement, de façon générale ? Alors, l'IEM accompagne dans la scolarité, ça peut être dans la vie citoyenne, dans une vie sociale, une ouverture sur l'extérieur, et avec tout un plateau technique qui, des ergothérapeutes, des psychomotriciennes, des kinésithérapeutes, psychologues, médecins, infirmières, voilà, et travailleurs sociaux, pour accompagner le jeune au mieux. Alors, je vais revenir un poil sur l'introduction parce que j'ai oublié de le dire. Bien sûr, vous en êtes rendu compte, on est tous masqués. C'est pas qu'on ne veut pas se montrer. Moi, ça m'arrange, je suis moitié moins moche. Mais les autres sont moitié moins beaux avec leur masque. Tout simplement parce que, vous le savez, on est en période de Covid. On travaille tous les uns les autres avec peut-être du public fragile, avec des personnes en situation de handicap, avec des élèves. Et donc, bien évidemment, il faut montrer l'exemple. Et bien sûr, je vous dis ça derrière un écran de buée. Avant de passer à Vincent et de passer la parole à Karine, on est là pour illustrer cet accompagnement du handicap sensoriel au travers de témoignages. On va parler de Nathan. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu le profil de Nathan ? Qui est ce jeune homme qui, malheureusement, n'a pas pu être là aujourd'hui ? Grosse déception, Nathan n'a pas pu être présent pour faire sa présentation. Donc Nathan est arrivé en septembre 2018 à l'IEM. Donc il venait d'obtenir un baccalauréat et il avait pour projet d'intégrer donc un BTS support d'action managériale donc au lycée Suzanne Valadon. Donc il est arrivé dans ce contexte-là, donc avec des difficultés comme je disais motrices et des difficultés aussi sensorielle, une déficience visuelle qui pour nous, c'était un petit peu nouveau. Donc, on a dû s'appuyer sur un partenariat et essayer de trouver des personnes qui pouvaient nous aider dans l'accompagnement de
de Nathan. Donc ça a été l'ARES, cellule handicap rare aussi, vu qu'il y avait le double handicap, et par la suite l'APSA. Alors, on va parler de compensation en matière d'emploi et dans la formation, mais la compensation également intervient dès le parcours scolaire de l'enfant. Donc, Vincent Defaille, vous êtes enseignant référent, et donc, quelle est votre mission ? Donc moi, je suis un enseignant spécialisé, je suis détaché de l'éducation nationale pour travailler pour des missions pour la MDPH. Donc je m'occupe de 240 jeunes à peu près sur le département, des jeunes qui ont tous une reconnaissance de handicap, et je suis leur parcours dans leur scolarité. Donc j'ai accueilli Nathan en lien avec l'IEM qui m'a donné des informations, et je rencontre les équipes de professeurs pour parler de ce jeune et de ce qu'il lui faut pour réussir au mieux sa scolarité. Alors, justement, quelle est la nature des relations que vous avez entretenues avec l'IEM, je dirais, avant et éventuellement pendant la scolarité ? Alors, Nathan, lui, si on doit parler de Nathan, est arrivé sur le BTS à Valadon, et il est arrivé en même temps sur l'IEM. Donc, on a souvent tous les jeunes qui sont à l'IEM, généralement en amont de la scolarisation. Nous avons des liens, on se passe des coups de téléphone et on essaye de voir ce qu'on peut proposer en termes de scolarisation à ces jeunes. Il y a des jeunes qui peuvent être scolarisés en BTS, c'était le cas de Nathan, d'autres sur d'autres formations. Et très rapidement, généralement, en amont de la scolarisation, souvent en août, on fait ce qu'on appelle une équipe de suivi de la scolarisation, où, avec tous les partenaires, et notamment le lycée, pour justement définir les besoins du jeune, en essayant de parler des fameux aménagements indispensables à la scolarisation de ces jeunes. Justement, quand on parle de ces aménagements, de quoi on parle exactement ? Parce qu'on est bien d'accord, on est sur la thématique de la compensation de la déficience sensorielle. Donc comment on fait ? Je veux dire, ce jeune a une problématique. Enfin, pour les gens qui regardent et qui ne connaissent pas forcément, il va à l'école, il va faire un BTS. J'imagine que s'il a des problèmes de vue, il faut qu'il y ait à la fois peut-être des compensations d'ordre technique et d'autres, des compensations peut-être organisationnelles, logistiques. Allez-y, tous les deux. Tous les deux. Allez-y, à double voix, c'est parti. Alors, logistique, nous, c'est l'IEM, on a aussi pour mission pratico-pratique d'emmener les jeunes dans les différents lycées, sur la logistique, on va dire. Après, sur tout ce qui va être les aménagements, là, c'était plus... Alors là, on a l'avantage d'avoir un jeune qui avait déjà été scolarisé auparavant. Qui se connaît parfaitement. Et donc, les différents comptes rendus d'équipes de suivi de la scolarisation nous permettent très rapidement de voir ce dont Nathan a besoin. Donc il avait un ordinateur avec des logiciels spécifiques, des cours agrandis avec des polices de caractère spécifiques. Il avait aussi une AESH, un accompagnement humain à hauteur de 100% pour faire les tâches qu'il ne pouvait pas réaliser. Et puis on peut, je dirais, aller très 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 loin dans les aménagements. Par exemple, allez-y. C'est sur Valadon notamment, des temps spécifiques d'accompagnement sur les temps de cantine, des liens avec de nombreux AESH. C'est pas forcément un AESH qui s'occupe de Nathan, ça peut être réparti en fonction, parce que là il avait, je crois, c'est 35 heures d'accompagnement. Tout est possible, c'est-à-dire on peut aménager des temps de pause à l'infirmerie en fonction, on peut envisager quand les jeunes ne peuvent pas aller seuls aux toilettes, on peut aller très très loin et c'est ce qui permet généralement la scolarisation de jeunes qui auparavant ne pouvaient pas être scolarisés. Là, pour Nathan, du coup, un BTS qui normalement se fait en 2 ans. Alors, il y a eu plusieurs ESS, donc équipe de suivi de scolarité. La première, plus pour se rencontrer, pour faire l'état des lieux de la situation. Et puis après, il y a dû en avoir peut-être 3 dans l'année, où au fur et à mesure, la situation a évolué. Et d'un BTS de 2 ans, on est passé sur un BTS sur 4 ans, en fait, par rapport à la fatigabilité. Ouais. On le voit en tout cas dans le cas de Nathan, l'important aussi, c'est la collaboration et la complémentarité. Donc en fait, on voit que c'est un enjeu important pour la réussite d'un parcours.
Oui, tout à fait. C'est important que l'ensemble des partenaires et des acteurs qui accompagnent les jeunes puissent se rencontrer, puissent échanger. Et puis le facteur de réussite aussi, c'est bien sûr l'implication du jeune. Et c'est vrai que dans la situation de Nathan, sa motivation lui a permis vraiment d'œuvrer avec l'ensemble des acteurs. Voilà, alors on va rien vous cacher, vous allez voir, on fait ça comme des grands. En fait, on avait des centaines de candidatures pour participer à ces émissions qui maintenant vont devenir extrêmement célèbres. On n'avait pas assez de place, donc on va être obligé, pour accueillir nos prochains invités, de demander à Vincent et à Barbara de nous quitter à regret. Vous avez été parfaits, honnêtement, Vincent, les enseignants référents, là, super, vous avez donné une image magnifique. Quant à Barbara, on en parlera plus tard. Donc je vais vous demander de quitter le plateau, merci. Pendant qu'on va accueillir Émilie et Catherine, alors je leur conseille de se dépêcher un peu, vous voyez, parce que pendant ce temps-là, sans accrocher les fils, bien évidemment, parce qu'il y a plein de fils. Comment ça va sinon, Karine? Ça a été sympa? Vous avez passé une bonne soirée hier? Il faut qu'on meuble, hein, vous voyez. Ça y est, ils sont arrivés. Comment ça va bien? Vraiment, ça fait plaisir de vous voir. Donc, on accueille Émilie et Catherine qui travaillent toutes les deux à l'APSA. Émilie Rex et Catherine Grotti. Excusez-moi, j'avais pas retenu le nom. Il y a également Guylaine, qui est là depuis un moment, mais qui n'a pas parlé, à qui on va donner la parole tout à l'heure. Alors, Catherine, vous êtes chargée d'insertion à l'APSA. Qu'est-ce que l'APSA? L'APSA, c'est un centre de rééducation professionnelle pour personnes en situation de handicap. Nous accueillons donc un public en situation de handicap, en reconversion professionnelle pour la plupart du temps. Ils viennent chez nous donc se former, se diplômer et également construire un projet professionnel également. Donc là, on est d'accord qu'on est sur un centre de formation spécialisé, donc qui n'accueille que des personnes en situation de handicap. Émilie, Nathan a intégré une formation au sein de l'APSA, une formation d'agent administratif depuis septembre 2020. Comment est-il arrivé jusque chez vous, en fait? Bon, alors du coup, Nathan a intégré en première partie un plateau d'autonomie pour déficients visuels. Donc, c'est vraiment un dispositif spécialisé. Donc, c'est un dispositif qui dure 10 mois. Et du coup, pendant ce temps-là, donc, il y a 3 axes de travail. Donc, l'axe professionnel, où Catherine intervient justement pour trouver un projet professionnel ou un projet de vie. Ça peut être aussi un projet de vie. Un deuxième axe, donc, travaille sur toute l'autonomie, donc avec une instructrice en locomotion, une rééducatrice en autonomie de la vie journalière, donc moi-même. Donc je présenterai un peu plus tard mon rôle. Et après, un troisième axe, donc avec bien sûr tout ce qui est adapté, donc les outils adaptés. Il y a aussi donc du français, des mathématiques. Il y a un cours sur la connaissance de l'environnement de la déficience visuelle. Donc on leur parle de toutes les associations qui existent pour eux, pour les aider au quotidien. Voilà, avec une formatrice qui est non-voyante aussi, donc elle parle aussi de son expérience, ce qu'elle rencontre au quotidien, donc c'est très important pour eux. Voilà, donc ils ont aussi de l'activité physique adaptée, enfin voilà, ils suivent un emploi du temps, donc sur 35 heures, où ils ont pas mal d'enseignements, mais aussi beaucoup l'axe autonomie et d'outils adaptés, voilà. D'accord. Et vous êtes notamment référente de déficients visuels Voilà. au sein de l'APSA. Alors ça consiste en quoi concrètement? Quelles sont vos missions? Alors concrètement, donc je suis référente du PADV, mais aussi donc j'interviens donc pour la présentation, pour les formations aussi qualifiantes. Donc les stagiaires qui sont chez nous, qui sont déficients visuels, mais qui continuent donc de suivre des formations, etc. Donc après, je fais le lien du coup avec les formateurs, avec l'équipe d'encadrement, pour justement voir les outils, s'il y a des problématiques, parce qu'il y a des gens qui intègrent directement des formations chez nous, déficients visuels, mais qui ne sont pas passés par un plateau d'autonomie. Donc voir un petit peu le point avec eux des besoins qu'ils ont et faire le lien justement sur les outils, s'ils ont besoin d'outils, puis pour l'autonomie, etc. Voir un peu si tout va bien. Voilà. Ça, c'est important. Je pense que c'est un point sur lequel il faut peut-être s'arrêter. Quand on imagine la compensation, on imagine tout de suite les choses grossissantes, les outils, le côté technique. Vous avez un rôle extrêmement important dans, je vais peut-être mal le dire, mais l'apprentissage, l'accompagnement à l'autonomie, c'est un des premiers axes de la compensation. Tout à fait. Expliquez-nous en quoi ça consiste, ça.
Alors du coup, oui, comme vous dites bien, il n'y a pas que derrière un écran d'ordinateur, une formation, etc. Il y a tout le travail d'autonomie. Donc ce qui rencontre comme difficulté au self, par exemple, chez nous, pour arriver jusqu'à chez nous, c'est-à-dire le déplacement en bus, oui, c'est ça important, peut être voilà, toutes ces choses-là, pour déambuler dans l'établissement, parce que notre établissement est quand même très très grand. Donc ils arrivent, ils connaissent pas l'établissement, donc on part de tout ça. Du coup, on fait des positionnements dès qu'ils arrivent pour voir un petit peu où ils en sont. Et justement, leur proposer vraiment, individualiser le parcours, vraiment qu'il soit suivi et que chacun ait une individualisation d'accompagnement. Voilà, ils n'ont pas du tout, donc là sur le PADV actuellement ils sont 9, et il y en a pas, ils ne sont pas 2 à avoir le même emploi du temps. Tout à fait. Parce qu'ils ne sont pas tous au même endroit actuellement. Voilà. D'accord. Et là, on parle donc de formation professionnelle. Oui. Donc, cela signifie qu'il y a des immersions en entreprise. Et comment travaillez-vous cette notion de compensation avec les entreprises qui accueillent ces jeunes ? Du coup, on fait le lien. Alors, Catherine, c'est elle qui fait beaucoup le lien avec les entreprises. Après, moi, tout ce qui est autonomie, bien sûr, j'interviens en autonomie avec les entreprises. Mais en tout cas, tout ce qui est formation professionnelle après immersion, c'est Catherine qui prend. Mais vous donnez en tout cas les clés aux entreprises, c'est ça, pour pouvoir accueillir. En se déplaçant au besoin, même dans les entreprises, pour les accueillir et également pour les prévenir, leur parler un petit peu du futur stagiaire qu'ils vont encadrer. Et on fait le point avec eux très régulièrement, même pendant le stage et après. D'accord. Ils n'ont pas trop peur quand vous arrivez, quand vous toquez à la porte et vous dites voilà, est-ce que vous pourriez éventuellement accueillir une personne en situation de handicap malvoyante ? Aussi, de la peur, il y en a, il y a de la crainte, mais on est là justement pour être dans la rassurance, on est là pour leur expliquer, pour rassurer, dédramatiser surtout. D'accord, on va arriver, merci beaucoup pour ce témoignage. On va arriver sur la dernière partie de l'émission. Guylaine Desniel, tu peux te préparer Guylaine, parce que c'est ton tour. Guylaine, Cap Emploi Haute-Vienne. Qu'est-ce que c'est Cap Emploi ? Qu'est-ce que vous faites à longueur de journée ? Je pense que vous n'êtes pas sur les plateaux de télé tout le temps. Ah non, on s'occupe de l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Alors, Cap Emploi est porté par notre association SAT 87, qui a aussi un pôle social, et c'est très important justement, aussi par rapport à tout ce qu'on dit aujourd'hui, puisque Cap Emploi, c'est avant tout un OPS, un organisme de placement spécialisé qui accompagne dans et vers l'emploi les personnes en situation de handicap, et exclusivement les personnes en situation de handicap, les demandeurs d'emploi inscrits ou non à Pôle emploi, les agents, les salariés, et aussi les entreprises publiques et privées. Voilà. Alors à longueur de journée, qu'est-ce qu'on fait ? On les accompagne, ces personnes, dans leur parcours d'élaboration de projets, dans leur parcours vers la formation aussi, et puis dans leur parcours d'accès à l'emploi. Donc par rapport aux entreprises également, dans leur projet de recrutement. Alors on a eu l'exemple d'un jeune ou moins jeune qui présentait un handicap visuel. En ce qui te concerne, par exemple, je sais que tu as accompagné quelqu'un qui avait une déficience auditive. Qu'est-ce qu'on peut mobiliser à Cap Emploi comme outil, comme méthode, comme partenariat pour accompagner ces personnes-là et visiblement accompagner efficacement, puisque la personne dont tu vas nous parler, elle travaille aujourd'hui, elle travaille dans un EHPAD. Tout à fait, elle est en emploi et c'est un beau parcours pour lui. En fait, c'est un jeune qui a une scolarité IME, SECPA et qui a obtenu un CAP cuisine. C'est un jeune qui était finalement, avec les accompagnements précédents qu'il avait eus, s'orienter vers le milieu protégé. Et puis, c'est un jeune que j'ai eu en accompagnement et je sentais qu'il était un peu dans le déni de son handicap et surtout il était en perte d'autonomie également et en manque de relations et surtout en difficulté plutôt de communication avec les autres, et il ne faisait pas du tout le lien entre sa formation qu'il avait obtenue et puis son emploi futur. Donc il était vraiment perdu. Et avec notre pôle social justement de Cap Emploi, on a à deux, donc pour montrer aussi la complémentarité entre nos services, on a vraiment réussi à amener ce jeune à accepter aussi des prestations, notamment la prestation appui spécifique donc de l'AGEFIP, qui est une PASS auditive que nous avons mobilisée. Et cette PASS, en fait, elle a eu pour mérite de lever les doutes pour lui. C'était surtout pour lui. Alors bien sûr, ça nous a donné des clés de
de compréhension et des clés de compréhension par rapport à ses limitations sensorielles et ses capacités aussi sensorielles. On est sur les deux champs. Et puis également sur l'acceptation pour lui de son handicap et de ce qu'il fallait qu'il mette lui en place, même si tous les médecins auparavant lui avaient dit, il n'était pas du tout sur cette acceptation-là. Donc cette passe, elle a permis aussi d'aller vers la validation d'un projet professionnel. Parce que même s'il avait eu son CAP cuisine, il voulait travailler un projet professionnel dans l'animation auprès d'enfants. Et la passe, elle a permis justement de montrer la non-faisabilité du projet par l'environnement de travail bruyant et donc la fatigabilité que tout ça allait entraîner. Et il n'en était absolument pas conscient. Donc, il a fait beaucoup de stages, en fait, et ça a permis de l'amener tranquillement vers cette acceptation. Ça a été vraiment très important. Et suite au stage, donc, qui a permis de montrer que l'environnement de travail n'était pas du tout, en cuisine, bien sûr, n'était pas du tout limitant, oui. C'est de là qu'il a commencé un petit peu plus à aller un peu plus loin dans son projet en disant mais moi j'aimerais bien travailler en EHPAD, je me vois bien travailler en EHPAD. Donc déjà voilà, c'était déjà des clés d'acceptation et ça c'est pas rien dans un parcours parce qu'on a parlé d'implication par rapport à Nathan, mais là pour ce jeune que j'accompagne, on était vraiment dedans et il a saisi une opportunité et suite à un stage de 15 jours, l'employeur lui a fait une proposition d'embauche en contrat aidé sur 12 mois renouvelables et il travaille à 20 heures par semaine depuis juillet et tout se passe très bien et je n'ai même pas besoin d'intervenir en entreprise du tout. Parfait. Du coup, Alice, on a vu à travers ces deux parcours qu'il existe de nombreux outils pour faciliter l'emploi et la formation de ces usagers en situation de handicap. Tout à fait, on se rend bien compte. Donc, ce qui est important, c'est cette idée de la compensation, puisqu'on se rend compte quand on arrive à compenser les difficultés liées au handicap, le jeune, il est en capacité de montrer ses savoir-faire, ses savoir-être, et ça, c'est précieux au sein d'une entreprise. Donc voilà, cet esprit de compensation, c'est vraiment l'idée phare en lien avec cette déficience sensorielle. Voilà, vous l'aurez compris, au travers également de tous les témoignages qu'on a eus, ceux de Barbara, de Vincent, d'Émilie, de Catherine, de Guylaine, d'Alice, que la compensation, c'est aussi une histoire de tous, de tout le monde. Et c'est dans la mise en adéquation, la mise en complémentarité qu'on arrivera à ce fameux objectif, qui est l'inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup à vous tous, et oui, puisqu'il y avait Vincent et toutes, d'être venus témoigner ici. Merci beaucoup, Madame la Directrice, d'avoir co-animé cette émission. Si vous avez besoin de plus de renseignements, bien évidemment, n'oubliez pas, la MDPH reste le guichet unique pour les questions de handicap. Et puis, vous avez Pôle emploi, Cap emploi, la mission locale, les missions locales et tous les acteurs, l'éducation nationale, bien évidemment, les établissements et services médico-sociaux. Allez poser des questions. Et puis, si vous ne trouvez pas la réponse la première fois, vous l'aurez la seconde fois. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.